Alors, donc, bonsoir ou bonjour, mon nom est Frédéric Pamaskirch. Je travaille au service Ehrenwirk, c'est le service digitalisation de la Chambre des métiers. Donc, notre rôle, c'est vraiment de conseiller des entreprises dans tout ce qui est digitalisation, aussi de la durabilité un tout petit peu depuis cette année, et de l'innovation. L'innovation, on organise des événements et sur la durabilité, il existe aussi des aides sur lesquelles on intervient. Donc, n'hésitez pas à m'en parler après la présentation. Aujourd'hui, on va parler du site web, donc notamment de la gestion et des pièges à éviter lors de la création, voire de la gestion de votre propre site web d'entreprise. Juste pour commencer, donc quatre points qui me sont très importants. Donc votre site web, c'est votre vitrine. Elle est ouverte 24 sur 24, 7 sur 7, et elle vous permet de toucher un large public qui, de manière générale, est peut-être ne vous voit peut-être pas, et moyennant votre site web, c'est le cas. La présence en ligne, donc votre présence en ligne fait aussi preuve de votre professionnalisme, donc c'est très important d'avoir un site BIA bien fait. Et puis, votre site web, c'est le moyen de communication vers vos clients. C'est ce que les gens ne sous-estiment souvent. Si vous le combinez avec des médias sociaux, Facebook et autres, avec des moteurs de recherche comme Google Profile, c'est vraiment un outil très très puissant. Il ne faut pas le sous-estimer. Parce que souvent, on voit des entreprises qui, du jour au lendemain, ont énormément de demandes puisqu'ils ont un nouveau site web. Et on ne se rend pas forcément compte. Ce qu'on va voir dans les deux prochains slides, c'est les avantages et les inconvénients d'avoir votre propre site web et de le gérer en... Pardon. Oh, pardon. Oui. Et de le gérer en interne et d'avoir un prestataire qui vous aide. Donc les inconvénients et les avantages, bien sûr. Et puis on va regarder dans quel cas de figure il vous faut une gestion en interne ou bien une gestion par un prestataire de service et comment le choisir. Ça, c'est le point le plus important, je pense. Donc, on passe au site web géré en interne. Donc, vous avez le contrôle de votre propre site web. De la conception en contenu, donc c'est vous qui gérez en termes de vos besoins votre contenu. Donc ça, c'est vraiment l'avantage principal. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de valoriser vos propres ressources en interne. Souvent, ce qu'on voit si c'est une gestion en interne, pardon, j'ai une grenouille dans la gorge aujourd'hui. C'est que les employés de l'entreprise se sentent valorisés parce qu'ils ont une tâche qui sort un peu de l'ordinaire de la société. Donc, gérer des sites web, gérer du contenu, écrire du contenu, faire des photos sur chantier, par exemple. Tout ça, ça valorise vos employés, mais, et là c'est l'inconvénient, ça coûte énormément de ressources, d'investissement en temps surtout. Est-ce que vous avez la disponibilité en interne? Parce que ça demande énormément de travail. Vous devez euh, veiller à ce que vos mises à jour du site web soient faites, puisque c'est un énorme, aussi une énorme faille de sécurité. Ça peut être une énorme faille de sécurité. Je ne veux pas dire que c'est une énorme faille de sécurité, mais il faut quand même veiller à ce que vous maintenez votre propre site web. Ça, c'est super important. Puis, il y a un autre risque, si vous voulez, c'est que vous passez à travers d'innovations ou des technologies que vous ne connaissez tout simplement pas. Votre prestataire ou un prestataire les connaît parce que c'est son métier, mais vous les connaissez potentiellement pas. Il existe bien sûr des outils comme Wix ou Squarespace ou même pour les plus avancés WordPress, mais, et ça c'est très important, c'est pas du préfet, c'est pas du clé en main. Il faut toujours être derrière, il faut toujours comprendre ce que même si c'est Wix, même si c'est un configurateur de site web, il faut quand même comprendre que c'est votre responsabilité, c'est votre site web, et s'il y a quelque chose qui n'est pas à jour, vous risquez quand même d'avoir une faille de sécurité parce qu'il n'y a pas une mise à jour qui aurait dû être faite, ce qu'on voit malheureusement assez souvent. Puis, vous avez un autre inconvénient qui ça peut pas seulement engendrer des coûts, mais aussi des problèmes. Donc, c'est vraiment la conformité, comme mon collègue l'a bien dit, à la réglementation nationale, mais aussi internationale. Donc, dès que vous avez un site marchand, et c'est là que ça devient super important, de comprendre que vous avez, si vous vendez en ligne, vous avez différentes réglementations au niveau national, mais au niveau international également, qui sont super importants et que vous devez considérer lors de la création de votre site web. Ce matin encore, j'avais une entreprise ils vendent en ligne, en fait, leurs produits qu'ils vendent au Luxembourg, mais aussi en ligne.
Et ils avaient le problème justement qu'ils n'ont pas appliqué le taux de TVA du pays dans lequel leur client réside, parce que c'est super important. Il faut que vous appliquiez le taux de TVA dans lequel votre client finalement réside, dans lequel il a acheté le bien sur votre site web. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas forcément et qui sont quand même, et c'est là où on recommande toujours de faire appel à un expert, que ce soit un prestataire de service pour la création de votre shop en ligne ou bien un avocat. Mais il faut vraiment, pour mitiger ce risque, il faut faire appel à un expert. Et ça va engendrer des coûts supplémentaires, bien sûr. Ce que vous devez prendre en considération lors de la création de votre propre site web, et moi, sur ce point, je suis toujours c'est assez important de comprendre, c'est le troisième point, en fait, je commence par le dernier point là. C'est la conformité, mais pas seulement la conformité, aussi la sécurité. Donc vous êtes bien sûr responsable de votre site web. Du moment qu'il devient un site web marchand, ça devient complexe. Et il vaudrait peut-être mieux faire appel à un expert. Donc oui, payer des coûts supplémentaires, mais mitiger le risque. Oui, au pire des cas, d'avoir une faille de sécurité, une faille de ne pas être conforme à la réglementation en vigueur. Puis, vous avez un autre aspect que vous devez évaluer avant de décider de créer votre propre site web, c'est est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous avez la disponibilité? Est-ce que vous avez le temps? Parce que comme j'ai dit au début, ça demande quand même pas mal de ressources, surtout de disponibilité en termes de temps. Et finalement, est-ce que votre personnel ou est-ce que vous êtes capable de vous former et est-ce que vous avez la disponibilité de vous former? C'est un autre point qui est quand même assez crucial, surtout en termes de tout ce qui est mise à jour et ainsi de suite. C'est le point le plus important. Bon. Et puis, vous avez la possibilité, bien sûr, de faire appel à un prestataire de service. De nouveau, vous avez des avantages. L'avantage principal, je dirais, c'est avoir accès à une expertise. Donc, expertise technologique, expertise réglementaire, conformité, et ainsi de suite. C'est votre prestataire qui va s'assurer, en fait, puisque c'est son activité principale, que tout soit conforme. Pareil, pour l'adaptabilité en termes de vos besoins. Ce qu'on voit souvent, par exemple, dans tout ce qui est des activités saisonnières qui a souvent besoin, ou que les entreprises ont souvent besoin de prestations ponctuelles. Par exemple, des campagnes en ligne pour des saisons spécifiques. Et là, je voudrais de nouveau soit que vous avez vous êtes formé et que vous savez exactement comment faire des campagnes en ligne, par exemple, campagnes de publicité digitale, ou bien vaut mieux peut-être faire appel à un prestataire de service de nouveau. Tout dépend en fait de est-ce que vous voulez vous focaliser sur votre cœur de métier, donc votre activité? Est-ce que vous avez le temps de gérer votre propre site web ou est-ce que vous voulez peut-être donner cette partie à un prestataire de service et libérer vos ressources pour votre cœur de métier, donc votre activité principale? L'inconvénient, puisqu'il y en a bien sûr aussi, c'est le contrôle réduit. Vous n'avez plus de contrôle de votre site. Bien sûr, il existe des contrats, vous avez des clauses contractuelles, mais il faut quand même comprendre que si vous donnez tout ça à un prestataire, vous avez généralement une relation long terme avec ce prestataire. Même 12 mois, c'est quand même une relation que vous aurez pendant un certain moment parce que vous avez un contrat. Pareil, pour les frais, si vous avez votre propre gestion de votre site web, vous n'aurez pas de frais imprévus. Avec un prestataire de service, juste le fait de les appeler, ça va engendrer des frais. Donc il faut quand même en être conscient que faire appel à un prestataire, surtout au Luxembourg, est lié à des coûts quand même assez conséquents. On peut vous aider, donc le service est entier qui est là pour ça. On fait ça régulièrement, on regarde des devis ensemble avec les entreprises, on leur aide à trouver le bon prestataire, voire choisir peut-être le prestataire adapté à leur situation, aux besoins de l'entreprise. Et où on regarde bien sûr aussi si le contrat tient la route, voir si le devis est en termes de frais de maintenance et ainsi de suite, que ce n'est pas abusé. Et puis l'alignement stratégique, ce qu'on voit malheureusement
pas souvent, mais ça arrive, c'est que le prestataire, au début, les prestataires sont extrêmement engagés, ils sont nouveaux au marché, ils vous proposent des services bon marché. Et après un certain moment, avec bien sûr aussi le portefeuille du client qui augmente, leur engagement vers vous diminue, malheureusement. Donc, il faut aussi se poser la question, à long terme, est-ce que ce prestataire sera ou aura la même stratégie et les mêmes valeurs que votre entreprise? Les deux points les plus cruciaux, et c'est là où on voit malheureusement le plus de soucis, c'est le choix du prestataire et les clarifications contractuelles. Les deux vont pair à pair. C'est vraiment quelque chose. Vous devez d'abord vous assurer que c'est le bon prestataire, donc que son offre est bien adaptée à vos besoins, à vos, aussi à votre budget, honnêtement, et que le contrat ou le devis que vous signez avec ce prestataire soit le plus complet et le plus transparent possible. Je vois malheureusement de temps en temps, je vois malheureusement des situations comme mon collègue l'a bien évoqué, assez compliquées entre des prestataires et les entreprises. Je vous donne un exemple. L'entreprise veut changer de prestataire de service, ça arrive, mais le prestataire a géré son site web, son Google Profile, son Facebook et bien sûr à tous les mots de passe et tous les accès. Ça arrive et on le voit de temps en temps, ça arrive pas souvent, mais c'est clairement un problème au niveau du contrat. Il aurait fallu peut-être, oui, voir demander plusieurs devis. De toute façon, il faut toujours en demander plusieurs, mais aussi peut-être faire appel à nous, puisqu'on connaît les prestataires, on connaît, pas tous les prestataires bien sûr, mais on connaît un bon paquet, on peut vous donner un avis sur le prestataire en question, et au pire des cas, faire appel à notre juriste pour déverrouiller la situation. Donc ça, juste pour vous donner une vision globale sur comment choisir son prestataire et peut-être aussi faire appel à nous si vous avez des questions à cet égard. Et après, on verra les aides étatiques que vous pouvez demander aussi via le service ERNFIRC pour justement vous faire financer le changement d'un site web existant ou bien un nouveau site web. Je dirais que je passe la parole, monsieur Morel. Bonjour à tous. Merci à la Chambre des métiers de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être présents. C'est plutôt moi qui suis honoré d'être en face de vous, puisque c'est vous qui faites tourner la machine économique du pays. Vous en faites partie, vous faites partie des éléments importants du moteur. Donc, merci d'être présent. Donc, effectivement, l'aspect digitalisation, c'est quelque chose d'assez complexe. Vous êtes des artisans. Alors, peut-être un mot pour commencer. Il y a souvent une différence de compréhension entre votre univers et l'univers des prestataires de services type moi, les avocats, type les gens qui vont rédiger, qui vont préparer des sites web, pour une raison assez simple. Vous, la plupart du temps, quand vous faites un devis, c'est pour livrer un produit fini. Fini ou pas fini, mais c'est pour livrer un produit. Et quand il y a un problème dans le process, vous allez le corriger. Et donc, on ne va pas comptabiliser le temps. Normalement, dans vos univers, on compte assez peu son temps. Dans mon univers, tout est basé sur le temps. Et donc, un point important qui crée des conflits, qui crée des incompréhensions et qui n'implique pas nécessairement de mauvaise foi de part et d'autre, c'est simplement qu'en face de vous, vous avez des gens qui travaillent au temps. Et donc, si vous venez une première fois avec une demande, hop, ils font démarrer le compteur. Et puis, si vous changez d'avis en cours de route, si vous décidez de changer les choses, bah, eux, ils vont continuer à faire le temps, alors que vous ne le ferez pas forcément dans vos univers. Et donc, soyez bien vigilants quand vous discutez avec des prestataires de services de ce type. Ayez bien à l'esprit cette différence de compréhension. Et ça vous permettra bien souvent de comprendre leur point de vue et eux de comprendre également le vôtre. Mais effectivement, le choix des prestataires est fondamental. Essayez de trouver des gens qui connaissent vos métiers, qui vous connaissent vous et qui comprennent votre univers, plutôt que de prendre des gens un peu random qui font du site internet à la chaîne sans qu'il y ait vraiment besoin de tailor-made. Donc ça, c'est la première remarque. Alors, nous, on est un cabinet d'avocats qui est établi depuis une vingtaine d'années. On a l'habitude de travailler avec des artisans, toutes sortes de clients. Et un point très important
quand on forme nos jeunes avocats, c'est avant même de réfléchir à un contrat, vous devez comprendre ce que font les gens et vous devez essayer de comprendre leur mindset, la manière dont ils réfléchissent. Parce que sinon, vous aurez du mal à comprendre ce dont ils ont besoin, les problèmes qu'ils vont rencontrer. Quand vous rédigez un contrat de 40 pages, moi j'ai passé une partie de ma carrière à plaider au tribunal matin et après-midi. On voit les points qui reviennent régulièrement. Ça va être sur les paiements, ça va être sur les conditions d'exécution, sur les délais d'exécution, etc. Et selon les univers, les points litigieux ou les points qui créeront des conflits ou des discussions sont quand même assez souvent un peu les mêmes. Et donc, il faut, au moment de la rédaction du contrat, les connaître pour pouvoir mettre le focus là-dessus et bien rédiger les clauses qui potentiellement sont celles qui poseront le plus de problèmes dans votre univers. Donc, c'est comme ça que nous, on essaie de travailler. Alors, la manière dont la présentation se construit aujourd'hui, une première partie sur les conditions générales de vente, donc pas nécessairement digital pour le coup. Ça dépend un peu de la manière dont vous travaillez, on va y venir, mais ce sont vraiment les conditions dans lesquelles vous allez vendre vos produits avec les clauses qui vous permettront d'être sécurisé si à un moment donné, il y a un litige. Vous savez, les contrats, on ne les regarde, enfin vous le savez évidemment, les contrats, on ne les regarde que quand il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, personne ne sort le contrat du tiroir. Ça, c'est la règle. Donc un contrat bien rédigé ne vous servira que s'il permet de trouver une réponse au problème que vous avez au moment où vous l'avez. Si la question n'a pas été traitée dans votre contrat, si vous avez fait une offre qui ne prévoit pas, par exemple, une date de livraison, qu'est-ce qui se passe si j'ai du retard, qu'est-ce qui se passe si mon client a du retard dans son paiement, est-ce qu'on peut résilier le contrat, etc. Si rien n'est prévu, finalement, votre contrat, il vous sert à rien et vous pourrez aller voir le meilleur avocat de la place pour aller plaider votre affaire. Il vous dira, c'est bien embêtant parce que le contrat ne prévoit pas ces choses. Et donc, on se rabattra dans ce cas-là sur les règles du Code civil. Mais comme il n'y a pas de choses précises, finalement, vous serez entre les mains du juge qui, lui, est bien obligé par la loi de prendre une décision et qui prendra une décision. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi il va dans telle direction ou telle autre. Et finalement, on peut pas lui en vouloir parce que ça n'a pas été prévu. Donc, le bon contrat, c'est celui qui répond à la question que vous avez au moment où vous avez le problème. Le deuxième point portera sur la protection des données. Donc, j'essaierai un peu de démystifier la chose. Tout ça, ce sont des postes de coût. Maintenant, c'est comme acheter une imprimante il y a 40 ans. C'est une évolution technologique. Certains d'entre vous n'ont pas besoin de cette évolution technologique parce que leur carnet de commandes est complet. Ils n'ont pas besoin d'une vitrine vers l'extérieur. D'autres en ont besoin. Moi, par exemple, c'est une discussion que j'ai eue avec mes associés il y a 7-8 ans. On est un cabinet d'avocats. Les cabinets d'avocats, c'est une profession civile, c'est pas une profession commerciale. Est-ce qu'on doit avoir une présence sur le web? Est-ce qu'on doit avoir un site internet? Est-ce qu'on doit avoir une page LinkedIn, etc. Il y avait débat. L'ordre des avocats était plutôt en train de dire non, 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 on peut pas. Et un jour, je suis rentré à l'aéroport, il y avait Aron Services qui était partout dans l'aéroport. À cette époque-là, le bâtonnier de Luxembourg était un associé de Arendt. J'ai dit, bon, ok, on peut y aller, on peut faire de la pub. La différence pour nous, c'est que ça nous a donné une véritable visibilité. On était un petit cabinet, et on est toujours un petit cabinet, mais on est passé de 20 à 45 personnes en 6 ans. Donc ça nous a vraiment donné une visibilité sur le marché, on a fait beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui doit aussi vous faire réfléchir dans votre propre univers. Ça vous donnera une visibilité, les gens vous connaîtront. S'ils vous cherchent, bah, ils iront sur le site web. Et pensez bien aux avis Google. Les avis Google, quand on choisit un resto, et je suis sûr que vous le faites, vous regardez s'il y a du rating, mais quand on choisit un artisan, on regarde aussi les avis Google. Donc les gens vont quand même regarder ces choses-là. Donc selon votre business model, selon votre univers, selon votre maturité, vous irez ou non dans ces chemins, mais pensez bien que de toute façon, le chemin, il continuera, le train continuera à rouler, que vous montiez dedans ou pas. Et si ce n'est pas vous qui montez dedans, soyez sûr que vos successeurs, vos enfants, les gens qui rachèteront vos boîtes, eux, ils iront dans ce train. Donc c'est une réflexion à mener, ça a un coût. Frédéric exposera un peu les aides financières qui sont extrêmement importantes, mais au-delà de ça, il y a des choses que vous devez savoir pour ne pas vous faire embarquer dans des situations que vous n'auriez pas maîtrisées avec tel ou tel prestataire, et c'est un peu le but de mon intervention aujourd'hui. Alors, les conditions générales, il y a différentes choses, différents points que vous devez avoir à l'esprit quand vous allez les rédiger ou quand quelqu'un les rédigera pour vous.
C'est pas un catalogue inutile de choses qui ne servent à rien. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des. Alors, je vois que quelqu'un prend des photos, mais vous aurez les slides, hein, sauf erreur. OK. Donc, c'est pas un catalogue de choses inutiles qu'on ne regarde jamais. En réalité, il y a des points précis que vous devez, qu'elles doivent contenir, et puis ensuite, il y a un certain nombre de choses que vous allez rajouter en fonction de vos métiers. Alors là, il y a une liste de choses qui sont extrêmement importantes, qui sont un peu les basiques de conditions générales, sachant que ça s'applique à toutes vos ventes. Peu importe que ce soit des ventes physiques ou des ventes digitales. Si vous faites des ventes digitales, si vous vendez des choses sur Internet directement, c'est-à-dire que les gens choisissent le produit, payent sur Internet ou même payent séparément, mais que le processus de sélection du produit et l'accord est donné sur Internet, vous êtes sur une vente digitale et vous devez quand même avoir des conditions générales. C'est extrêmement important. Après, si vous signez après avoir visité une maison parce que vous êtes carreleur, eh bien, vous allez faire un devis et le client signe le devis. Vous avez aussi intérêt à avoir ces conditions générales parce que quand les problèmes se produisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez chercher dans ces conditions générales la réponse à ces problèmes. Donc, vous devrez avoir ces éléments, les caractéristiques du bien ou du service vendu, le prix ou la méthodologie pour calculer le prix. On ne peut pas toujours calculer le prix, mais si on n'a pas de méthodologie, à la fin, il peut y avoir des débats. Est-ce que c'est au mètre carré? Est-ce que c'est au temps passé, comme peuvent l'être souvent les avocats? Est-ce que c'est à la surface, au poids, au temps passé, etc. Les conditions de paiement, est-ce qu'il y a une partie qui doit être payée au début? Est-ce que c'est un paiement au fur et à mesure de l'exécution? Est-ce que c'est un paiement in fine? Ce n'est pas toujours prévu. Souvent, ce qu'on voit dans les offres des artisans, c'est qu'il y a un premier paiement au moment de la signature et le solde à l'arrivée. Est-ce que c'est suffisant pour assurer votre trésorerie? Vous devez aussi avoir cette gestion de chef d'entreprise. Vous avez une trésorerie. Si vous avez un chantier qui dure 6 mois, avoir encaissé 30% day one et ne plus rien encaisser pendant 6 mois, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc peut-être il faut réfléchir à avoir une tarification plus échelonnée pour votre besoin en fond de roulement. Les mentions légales, on y reviendra. Si vous faites de la vente à distance, il y a une particularité, c'est qu'il y a un droit de rétractation, pas dans 100% des cas, mais disons que dans vos métiers, il y aura ce droit de rétractation. C'est-à-dire que la personne signe le contrat, elle bénéficie d'un délai de 15 jours en principe pour décider de sortir de ce contrat. C'est le délai de rétractation. Alors historiquement, ça ne vient pas de nulle part, c'était le démarchage à domicile où on forçait un peu la main aux gens en leur disant le dimanche matin, à la fin du repas ou le dimanche après-midi, tiens, on va te vendre tel ou tel produit, bon ok, je signe, et puis voilà. Et il y avait pas mal il y a eu pas mal d'abus de ce point de vue-là. Pour une raison que j'ignore, mais qui n'est pas forcément idiote, on a fait un parallèle avec la vente à distance, ou la vente à domicile et la vente à distance, notamment via Internet. Et donc, il y a ce délai de rétractation. Si vous signez chez le client, c'est applicable. Si le client signe chez vous, ce n'est pas applicable. Donc, il y a des choses comme ça qui sont un peu techniques qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, quelle garantie donnez-vous sur le produit? Typiquement, vous êtes en général, les artisans vont acheter un certain nombre de produits, puis ils vont les installer. Donc, vous allez acheter du matériel, et puis vous allez l'installer. Ce n'est pas à vous de garantir la qualité du matériel. Donc, vous avez un sous-traitant qui va vous vendre le matériel. Que se passe-t-il si le matériel est défectueux? Vous serez en première ligne puisque c'est vous qui avez fait un package vis-à-vis de votre client. Mais derrière, vous pourrez vous retourner vers le fournisseur. Et donc, il est aussi important dans vos conditions générales de préciser ça, que vous n'êtes pas responsable des matériaux que vous achetez ou des matériaux qui sont sélectionnés par le client. De la même manière, que se passe-t-il si le client réalise un certain nombre de travaux lui-même, coordonne le chantier, et ça, c'est dans l'artisanat et particulièrement dans la construction, c'est tout le temps. Que se passe-t-il si l'intervenant avant vous a du retard? Vous devez poser une chape, mais en dessous, il y a un chauffagiste qui devait mettre les câbles, ou un électricien qui devait mettre des câbles, etc. Sauf que lui est en retard, vous ne pouvez pas poser votre chape, ça génère des délais qui se cumulent et qui s'accumulent, et à la fin, ça peut faire des pénalités de retard. Donc, comment gère-t-on ce genre de situation? Ça, c'est des points que vous allez mettre dans vos conditions générales. Ensuite, responsabilité et obligation des visiteurs du site. Qu'est-ce qui se passe si vous avez coulé du béton et qu'il y a un chien qui vient marcher dessus et qui saccage tout? Qu'est-ce qui se passe si vous avez fait un tableau électrique et que derrière, il y a quelqu'un qui se branche dessus et qui fout le feu? Donc tout ça aussi, c'est des éléments que vous devez intégrer à vos conditions générales.
Un point important, alors ça dépend un peu de vos métiers, mais il peut y avoir des limitations de responsabilité liées au rôle des autres. Si vous intervenez par exemple dans un chantier où un architecte a dessiné les plans, et ça c'est des choses qui arrivent tout le temps, et que l'architecte a mal pensé tel ou tel élément. Vous avez installé correctement, mais parce que dès le départ la conception même du projet était mauvaise, bah, à la fin il y a un énorme problème qui se révèle. Vous devez avoir prévu le cas dans vos conditions que vous allez travailler sur instruction de l'architecte, du project manager, que sais-je, et que c'est sa responsabilité si la conception est mauvaise, ce genre de choses. À la fin, le but, c'est d'avoir des clauses de limitation de responsabilité. Le but, c'est de vous sortir du pétrin si vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, c'est extrêmement important dans les conditions générales, les clauses de limitation de responsabilité. Premièrement, pour définir le périmètre de votre responsabilité. Deuxièmement, pour limiter le montant auquel vous pourriez être condamné. Ça aussi, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de limitation de responsabilité, ça peut tout de suite être des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions. Si vous avez des limitations de responsabilité qui disent, moi, ma responsabilité, elle est limitée à 10 000 euros, bah, worst case scénario, vous payez les 10 000 euros et puis terminé. Votre client a accepté cette limitation et donc il ne peut pas vous demander plus. Donc c'est une sécurité absolument incroyable. Nous, en tant que cabinet d'avocats aussi, on a ces types de limitations de responsabilité et croyez-le bien que sur les grosses opérations, c'est un des points que tout le monde regarde en premier en disant, attention, là, compte tenu du volume de l'opération, votre limitation à l'assurance du barreau, ce ne sera pas suffisant, donc il faut aller au-delà. Et donc c'est extrêmement important et tout le monde en a conscience. Ensuite, vous devez, et c'est aussi important, vous prémunir et avoir la possibilité de modifier unilatéralement vos conditions générales. Alors que je précise les choses, ceux qui auront signé sous l'empire des conditions générales de 2022, bah, ça restera applicable. Mais vous pouvez, s'il y a d'autres chantiers, si vous avez un client avec des chantiers récurrents qui fait un chantier en 2022, en 2023, en 2024, si vous voulez changer vos conditions générales et être sûr que ça lui soit opposable pour les nouveaux chantiers, eh bien, vous mettez une clause dans vos conditions générales qui dit, moi, je me réserve le droit de modifier mes conditions générales à tout moment, je les mets à disposition sur mon site internet, il y aura le lien sur ma facture, et puis débrouillez-vous pour aller les consulter si ça vous chante. Mais ça, c'est opposable et les tribunaux le reconnaissent. Donc, c'est également une possibilité très importante parce que sinon, tous vos chantiers entre 2022 et 2040, ils vont être régis par les vieilles conditions générales. Et donc, ça aussi, ça peut créer des difficultés ou des incompréhensions. Dernier point extrêmement important et qui parfois pose problème, c'est le choix de la loi applicable et des tribunaux compétents. Qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez à l'étranger ou alors que donc vous allez faire un chantier à l'étranger ou alors qu'un étranger vient faire des opérations chez vous à Luxembourg? Quel est le droit applicable? Quels sont les tribunaux applicables? On voit régulièrement des sociétés, soit des sociétés luxembourgeoises qui vont travailler en France, en Belgique, en Allemagne, peu importe, et l'inverse aussi, et y compris des sous-traitants de sociétés luxembourgeoises comme les vôtres. Si à un moment donné, vous prenez un sous-traitant belge, par exemple, là, en ce moment, j'ai un dossier où il y a un problème de construction avec une série d'intervenants. Il y a une société belge qui avait signé avec une société luxembourgeoise. La société belge était le sous-traitant. Eh bien, ils ont signé avec une clause attributive de compétences en Belgique soumise au droit belge, ce qui en fait n'a pas beaucoup de sens dans ce chantier puisque tout est fait à Luxembourg. Ça a pour conséquence que pour la société luxembourgeoise, ça multiplie les coûts parce qu'il lui faut un avocat à Luxembourg, il lui faut un avocat en Belgique, il va y avoir 2 procès au lieu d'un. Et quand je lui dis mais pourquoi tu as signé ça, il me dit bah, je n'avais pas regardé. Et je ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire, on sait comment vous travaillez. Votre métier, c'est pas d'être des juristes. Mais donc, le but, encore une fois, de cette présentation aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des juristes, c'est simplement de vous sensibiliser à l'importance pratique de ce genre de petits détails. Parce qu'ils ne sont des détails. Tant que tout va bien, on s'en fout. Mais encore une fois, quand les problèmes se révèlent, c'est là où vous sortez les contrats du tiroir et que vous commencez à les lire. Alors, second point, comment on fait pour rendre ces conditions générales opposables? Alors la notion d'opposabilité, ça veut dire comment on fait pour que si je dois aller devant un tribunal, le juge les reconnaisse. Eh bien, il faut que le client ait été informé de ces conditions générales.
Le plus simple pour vous, si vous êtes dans une relation où vous allez faire signer des devis, c'est de faire signer les conditions générales au moment où vous faites signer l'offre. Donc vous avez l'offre, vous avez les conditions générales, vous faites signer les 2 pages. Comme ça, le client ne pourra pas dire j'étais pas au courant. Donc ça, c'est dans une relation B2C, quand vous avez des consommateurs en face de vous, c'est extrêmement important de se ménager la preuve que le client a été informé de ses conditions générales. Le meilleur moyen, c'est de lui faire signer. Après, si c'est une vente online, à ce moment-là, vous avez cette fameuse petite coche que vous avez tous cochée sans jamais lire les conditions générales qui dit oui, oui, j'en ai pris connaissance, je les connais. Le simple fait de leur cocher fait qu'elles vous sont opposables. Mais dans la vraie vie, dans la vie non digitale, quand vous faites signer des offres, pensez à faire signer vos conditions générales. Comme ça évite que le client dise par la suite, mais moi j'ai signé l'offre, mais j'ai jamais entendu parler de ces conditions générales, donc tout ce qu'il y a dedans, moi je ne veux pas en entendre parler. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez des possibilités aussi de vous rattraper aux branches quand vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas la solution idéale, mais c'est de les mettre dans vos factures, de mettre un lien qui renvoie vers votre site internet. Quand on est dans une relation avec un consommateur, ça ne marchera pas. Mais quand vous êtes dans des relations entre professionnels, B2B, là, ça fonctionnera. Entre professionnels, la preuve étant libre, vous pouvez vous ménager des preuves de toute manière, de toutes les manières possibles, et les tribunaux reconnaissent la validité d'une mention, d'un renvoi avec un lien, un hyperlien qui sera recopié dans une facture et que vous enverrez à vos clients. Après, il y aura toujours un débat pour dire, attention, ça a été envoyé avec la facture, est-ce que c'était dans l'offre? Donc, typiquement, vous allez le mettre aussi, si c'est qu'une offre et que vous n'avez pas les conditions générales derrière, ben, vous allez mettre le lien. Mais pensez bien qu'il est important vous avez fait que la moitié du chemin si vous avez vos conditions générales. L'autre moitié, c'est de faire en sorte qu'elles soient opposables à vos clients, que vos clients ne puissent pas ensuite dire, moi, j'en ai jamais entendu parler de ce truc, et donc ça ne m'est pas opposable. On va pas en faire, on va pas en faire état. Parce qu'en vrai, qui est protégé par les conditions générales? C'est vous. C'est pas votre client. Si vous venez me voir pour les rédiger, je les rédigerai en votre faveur. Je les rédigerai pas pour que ce soit le client qui soit le plus protégé. C'est ça. C'est un outil qui vous protège vous. Alors, là, c'est un petit rappel, je dirais, qui porte sur les conditions générales, mais qui porte aussi sur l'ensemble de la documentation qui émane d'une société. Il y a des éléments, il y a des informations qui doivent figurer sur tout ce qui sort de chez vous. Factures, conditions générales évidemment, offres, mais également vos emails. Dans le pied de page de vos emails, il y a des conditions, il y a des mentions obligatoires qui doivent figurer systématiquement. C'est assez rare qu'elles y soient toutes. Donc on vous en rappelle quelques-unes. Le numéro du registre de commerce de la société, le numéro de l'autorisation d'établissement, la forme sociale. On a encore bien souvent juste un nom qui n'est pas suivi de SA, SARL, etc. Ce qui, en cas de procès, en cas de litige, crée des difficultés pour les avocats derrière parce qu'on ne sait pas, il faut aller vérifier. Et puis ensuite, on dira oui, mais comme il n'y avait pas marqué SARL, il y avait juste marqué fenêtre verte, mais pas fenêtre verte SARL. Est-ce réellement la personne morale fenêtre verte SARL qui a signé le contrat? Et je conteste ça. Et donc, il va y avoir des débats complètement inutiles qui vont coûter de l'argent à tout le monde parce que les avocats seront bien obligés de traiter ces points qui, si les choses avaient été bien rédigées dès le départ, n'auraient pas été posés sur la table. Donc, vaut mieux toujours faire les choses proprement pour éviter d'ouvrir des portes qui sont inutiles et qui vous font perdre du temps et de l'énergie et de l'argent. Et ensuite, l'identité et la qualité des personnes signataires. Alors ça, c'est un point que je vois encore assez régulièrement. Quand vous signez quoi que ce soit au nom d'une entreprise, accolez toujours votre nom de votre fonction. Est-ce que vous êtes gérant? Est-ce que vous êtes directeur? Etc. Parce que si vous signez un contrat où vous mettez juste Renaud Le Skeren, bah, c'est Renaud Le Skeren qui risque d'être engagé à titre personnel. Et le fait que je sois gérant de DSM, avocat, SARL, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Et régulièrement, on a des procès et la question se pose là-dessus. Et il arrive parfois que bah, le juge considère qu'effectivement, c'était pas la personne morale qui était contractuellement liée. Alors, moi, j'ai eu ce cas il y a 19 ans, mais le cas d'un commerçant qui a été condamné à titre personnel parce qu'il n'avait pas marqué qu'il avait agi au nom en tant que gérant de sa société. Et donc, dans le cadre d'une garantie, il a été condamné à titre personnel. Donc, simplement parce qu'il n'avait pas mis ce nom. Donc, veillez bien à l'indiquer. Alors,
petite précision, le slide est assez long, mais gardez ça à l'esprit. Quand vous travaillez avec des consommateurs, ils ont une protection particulière que n'ont pas les professionnels. Si vous travaillez en B2B, si vous travaillez avec des sociétés, si vous travaillez avec des commerçants, avec des professionnels, à une grande liberté contractuelle, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, alors que quand vous travaillez pour des consommateurs, il y a le code de la consommation qui les protège dans bien des domaines. Donc veillez à, enfin, gardez ça à l'esprit. Là, vous avez une liste de choses qui sont reprises, mais qui sont simplement reprises du code de la consommation. Obligation de fournir une information claire. En fait, il y a une protection contre les clauses abusives et il y a une liste de clauses qui sont par nature considérées comme abusives. Et donc, si vous violez cette liste d'éléments, par défaut, automatiquement, la clause que vous aurez mise dans vos conditions générales sera nulle et donc ne pourra pas être appliquée. Et donc, vous allez devoir bien indiquer les prix. S'ils ne sont pas indiqués de manière assez claire, eh bien, ce sera nul. Vous pourrez, je vous renvoie à ce slide. Le risque de clause abusive, c'est que ce que vous avez prévu dans votre contrat ne tienne pas. Et ça ne tient pas, ça veut dire que derrière, il faudra trouver une solution alternative pour remplacer ce que vous aviez initialement mis dans votre contrat. Et donc, la règle, c'est tout ce qui porte un préjudice significatif aux droits du consommateur ou lui impose davantage d'obligations, toutes ces clauses seront déclarées abusives. Alors là, il y a quelques exemples. Un délai anormalement court pour faire des réclamations. Donc, si vous dites, une fois que j'ai fini mon chantier, le consommateur, ou que j'ai livré le consommateur à 12 minutes pour contester, sinon c'est bon, bah, c'est trop court. Vous avez la charge de la preuve. Si vous dites, moi, tout est parfait, sauf si vous arrivez à prouver qu'il y a un problème, c'est ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve. Alors là, on rentre vraiment dans la technicité du contentieux juridique, mais en pratique, c'est extrêmement important. Et si vous avez ce genre de litige, vos avocats, ou plutôt si vous n'avez pas ce genre de problème, vos avocats vous en seront reconnaissants. Euh, euh, donc, la possibilité, ça on le voit encore dans certains contrats d'adhésion, où il y a écrit, c'est uniquement le professionnel qui pourra déterminer si le travail est de qualité, enfin, a été bien réalisé ou pas. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui sont dans le code de la consommation, mais ça veut dire, à contrario, que si vous le mettez dans un contrat avec un professionnel, ça marche. Pensez-y. Alors, le point suivant porte sur la protection des données. Alors, tout le monde est visé, tous les professionnels sont visés. Les seuls moments de votre vie où le règlement général sur la protection des données ne s'applique pas, c'est dans votre vie privée. Mais dans votre vie professionnelle, ça s'applique. Alors, ça impose un certain nombre de règles. Vous aurez enfin, pour ceux d'entre vous qui la suivront, si j'ai bien compris, une possibilité d'assister à une présentation de la CNPD. Il y en a eu beaucoup, hein. C'est un règlement qui date de 2016, qui est entré en vigueur en 2018. Donc on commence à avoir, enfin, on est à la 6e année d'expérimentation de ça, donc on est beaucoup plus au clair sur ce que ça veut dire. Il y a des obligations internes aux entreprises, il y a des obligations spécifiques sur les sites Internet. Il y a une autorité indépendante dans chaque pays européen. Chacun des 27 pays européens a sa propre entité indépendante. À Luxembourg, c'est la CNPD. La CNPD donne beaucoup de guidance, donne beaucoup d'éléments informatifs. Elle est très, très proactive par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc ça, c'est à saluer. En quoi ça vous concerne, vous? Ça vous concerne par rapport à vos salariés, ça vous concerne par rapport à vos clients et ça vous concerne de manière générale par rapport à tout ce que vous allez sortir de votre entreprise. Donc d'un côté, vous aurez des obligations internes qui peuvent être contrôlées. La première d'entre elles étant la tenue d'un registre de traitement. En principe, dans vos métiers, il y a peu de données personnelles, à part le nom des clients, les données de facturation. Donc vous avez, et ça c'est un écueil, c'est un défaut du RGPD, vous auriez dû être sorti de mon point de vue de ce genre de réglementation, au moins en grande partie. Vous ne l'êtes pas, donc vous y êtes quand même soumis. Donc vous aurez besoin d'un registre de traitement, mais qui normalement est assez simple. Vous aurez besoin d'un certain nombre de clauses spécifiques et surtout, vous devez informer vos clients de la manière dont leurs données sont traitées. Parce que l'expérience montre une chose, c'est que cette réglementation qui, au départ, a vocation à préserver notamment la vie privée des citoyens européens, est régulièrement détournée par des salariés mécontents, par des clients mécontents
passez-moi l'expression, mais emmerder la contrepartie. Donc on va demander des accès, on va demander des copies, des copies des données de tous les contrats, de tous les éléments qu'il peut y avoir. Donc il y a un détournement massif aujourd'hui qui n'est pas encore sanctionné par les tribunaux, mais j'espère que ça va venir, et qui donne une surcharge de travail, la plupart du temps absolument pas liée à la protection des données, aux entreprises. Alors, le, le point important, c'est que vous devez, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà à jour, ont déjà un peu travaillé là-dessus, mais si ce n'est pas le cas, je vous recommande de le faire, bien évidemment. Premièrement, parce qu'il peut y avoir des contrôles, même si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la cible, dans le cœur de cible de la CNPD par rapport à ces contrôles, c'est quand même une législation, une réglementation qui s'applique à vous. Donc d'un côté, vous avez votre travail interne, donc ce registre des traitements, informer votre personnel, etc. Puis de l'autre, vous avez le travail que moi je qualifie d'externe, dès que vous avez une vue sur l'extérieur. Donc quand vous allez signer une offre, quand vous allez envoyer des conditions générales, quand vous allez avoir un site web, tout ça, ce sont des fenêtres d'ouverture vers l'extérieur. Et là, vous pouvez avoir quelqu'un qui va mettre son doigt dessus et qui va dire ah, by the way, qu'en est-il de la protection des données, la protection de mes données. Encore une fois, dans votre cas, compte tenu du peu d'informations personnelles que vos métiers vous imposent à traiter, la plupart du temps, ce sera pour vous embêter. Mais ça peut arriver quand même. Ça peut arriver quand même. Après, il peut y avoir des détournements. Par exemple, imaginez un artisan qui se présente dans une maison et qui a besoin des plans pour refaire le carrelage ou je ne sais pas quoi. Puis il s'aperçoit que dans cette maison, il y a un certain train de vie, il prend les plans et il va les vendre à je ne sais pas qui, à une compagnie d'assurance en disant tu devrais peut-être aller voir ces gens-là, ils ont une belle maison, il y a peut-être des trucs à leur vendre. Donc là, on serait dans un détournement de données personnelles. Je ne sais pas si ça vous choque d'entendre des choses comme ça, mais typiquement, c'est ce que font toutes les voitures connectées, c'est ce que fait Google, c'est ce que font tous les prestataires de téléphonie avec vos données. Hein. Ils regardent ce que vous faites, où vous surfez, etc. Et ils vont le vendre à d'autres gens. Pour vous donner un exemple, la plupart des voitures, même pas les voitures électriques, hein, la plupart des voitures aujourd'hui sont connectées. Les données sont vendues notamment aux villes pour déterminer des points à risque. Donc si par exemple à tel carrefour, il y a plein de bagnoles qui freinent brutalement, bah, ces données-là, elles sont enregistrées par la voiture, elles sont envoyées à BMW, à Tesla, à qui vous voulez. Et ensuite, ces constructeurs vont les revendre aux villes en disant, nous, on est capable d'identifier des points de dangerosité dans ta ville. D'ailleurs, ce n'est pas toujours aux villes directement qu'ils les vendent, ils les vendent plutôt à des boîtes qui vont fournir des services aux villes, en disant, il y a des points de dangerosité dans ta ville, ils sont identifiés par les véhicules qui y circulent, et moi, je te vends ces données pour un certain prix. Donc, c'est ça la protection des données, c'est à ça que ça sert. Moi, j'ai pas dans tous les artisans qu'on a pu accompagner, j'ai jamais vu ce genre de choses. À une exception près, c'était avec des compagnies d'assurance dans l'immobilier, et c'était un business model qui était pour moi justifié, mais il fallait informer le client. La plupart du temps, il l'était, mais c'était une sorte de double casquette pour une agence immobilière qui était intéressante d'avoir. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses, mais vous devez informer les gens. C'est un peu ça la logique derrière. Donc, quand il s'agit des points principaux du RGPD, vous devrez avoir une procédure de demande d'exercice des droits, parce que tous les gens dont vous avez les données peuvent vous demander des comptes. Qu'est-ce que vous faites avec mes données? Garantissez-moi que vous ne les avez pas vendues à d'autres. Ensuite, il y a des fuites de données. Dans vos métiers, c'est 99,99% des cas sans conséquence. C'est quoi une fuite de données? C'est un email qui part au mauvais destinataire avec le devis d'un autre. Bon, ben voilà, ça arrive. Mais vous devez avoir un process derrière pour le cartographier, pour l'enregistrer. Vous devez avoir une procédure et vous devez avoir un registre de manière à ce que si vous êtes contrôlé, eh bien, vous serez en mesure de dire bah, j'ai effectivement eu ce qu'on appelle une fuite de données. Voilà comment ça a été traité, voilà ce qu'on a fait, et puis voilà, il n'y aura pas de conséquences, on a analysé ça. Mais imaginez que vous soyez en train de traiter les données de sécurité d'une maison ou d'une banque, vous avez les plans des caméras, vous avez les plans de toute la sécurité d'une banque, avec les noms des gens qui circulent, les noms des gardes, etc. Et ce type d'information fuite.
il peut y avoir des conséquences aussi, ou le registre de toutes les personnes qui sont atteintes de telle maladie, boum, ça fuite, ça peut avoir des conséquences. Normalement, dans vos métiers, vous traitez pas ce type de données, donc souvent, vous aurez pas, même s'il y a un problème, ça ne portera pas de conséquences pour les personnes dont les données ont fuité. Mais bon, vous devez quand même avoir ce type de procédure. Vous devez demander à vos prestataires IT de cartographier leurs mesures de sécurité. Alors, les artisans se croient à tort pas concernés par les risques de piratage, de blocage. Ils se disent souvent, bon, bah, si jamais on est bloqué, qu'est-ce que ça implique pour moi? Finalement, moi, mon métier d'artisan, il ne sera pas impacté. Bah, il y a eu sur les 3 dernières années à Luxembourg des boîtes qui sont des boîtes artisanales, qui sont des boîtes de construction, Cactus aussi, c'était dans la presse, je peux en parler, a eu 4 ou 5 magasins bloqués pendant une semaine. Cactus, on se dit, c'est quand même pas la cible première d'actes de malveillance informatique. Bah, en fait, si, pourquoi? Parce que ce sont ceux qui, finalement, à un moment donné de leur existence, et on y est aujourd'hui, assurent le moins bien leur sécurité informatique. Mais essayez de bosser sans un ordinateur, essayez de bosser sans votre historique, sans la liste de vos clients, sans les chantiers que vous avez fait avant. Imaginez que tout ça disparaisse du jour au lendemain. Placez-vous dans cette situation et demandez-vous ce qui se passe. Donc, le RGPD, ce n'est pas le topic numéro 1 du RGPD, la sécurité informatique, c'est un des éléments, mais c'est un élément qui permet de sensibiliser et de regarder où on en est en termes de sécurité informatique. Mais réfléchissez, essayez juste de bosser 2 heures sans téléphone et sans ordinateur et regardez ce que vous êtes capable de faire. Et vous verrez que vous ne pouvez pas travailler. Le cas échéant, mais ce ne sera pas votre cas, il y a la nomination d'un DPO, d'un Data Protection Officer, donc d'un responsable interne dans votre entreprise. Normalement, les sociétés artisanales n'en ont pas besoin, sauf à quelques rares exceptions, mais c'est assez rare. Il peut y avoir des obligations en plus si vous avez des caméras, si vous avez des systèmes de surveillance de votre personnel. Vous pourriez être amené à faire ce qu'on appelle des analyses d'impact. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui vous sont imposées par le RGPD. Et il y a à l'esprit qu'il faut quand même que vous regardiez ça d'assez près. Ensuite, la gestion de vos partenaires. Alors, par partenaire, ça va être vos fournisseurs. Ça va être, par exemple, on va aussi inclure d'une certaine manière parfois votre personnel dans la notion de partenaire. Ça va être vos clients également. Selon la situation dans laquelle vous vous situez, vous avez des obligations contractuelles particulières. Avec vos sous-traitants, alors là, il y a une liste, pour le coup, c'est assez long. Il faut le faire une fois pour toutes et une fois que vous l'avez, bah, vous l'utilisez systématiquement. Mais avec tous vos sous-traitants, vous devez avoir un contrat type uniquement sur la problématique de protection des données qui va en gros résumer d'où viennent ces données, comment je les ai eues, quelles sont ces données, quel est l'usage que j'en fais. Quelle est ma durée de conservation? Est-ce que j'ai des sous-traitants, etc. Donc là, il y a une liste exhaustive qui existe dans le règlement sur la protection des données qui vous dit, voilà, vous devez dans ce contrat avoir ces éléments. C'est bête et méchant, il faut l'avoir, point. Vous l'avez, c'est bien, vous ne l'avez pas, bah, vous êtes en faute. Le site Internet, il y a 3 documents particuliers auxquels que vous devez avoir sur le site Internet. Le premier, c'est votre politique de protection des données dédié au site Internet. Donc, quelles sont les données qui arrivent sur le site Internet quand je vais surfer sur votre site? Est-ce qu'on va me pomper tout l'historique de tous les sites que j'ai pu visiter depuis 3 ans ou pas? Qu'est-ce que je vais faire de ces données? Est-ce que je vais les vendre? Est-ce que je vais les analyser? Est-ce que je vais faire des analyses statistiques, etc., etc. Donc ça, c'est un premier document que vous devez avoir. On recommande souvent d'essayer de joindre votre politique de protection des données globale. Donc pas uniquement liée à l'usage du site Internet, mais celle qui concerne aussi vos clients, etc. Parce que c'est, comme je le disais, du coup, vous pouvez y faire référence dans vos offres, dans vos conditions générales. Elle est publique, elle est présente en permanence et elle vous permet de vous assurer qu'en face de vous, les gens auront beaucoup, beaucoup plus de difficultés à contester, en avoir eu connaissance. Et donc, vous allez mettre vos conditions générales de protection des données, voire vos conditions générales de vente également. Ça, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas lié au RGPD, mais vous pouvez aussi envisager de le mettre sur votre site Internet pour les mêmes raisons. Vous avez ce document standard, il est publié, les gens peuvent y accéder jour et nuit simplement, comme ça, ils le connaissent. Ensuite,
vous avez ce qu'on appelle une politique de gestion des cookies. Alors les cookies, ce sont ces petits espions qu'il y a sur tous les sites internet. Il y a deux types de cookies en fait. Il y a des cookies qui sont nécessaires, qui sont techniques et qui sont indispensables. Parce que si vous n'avez pas ces cookies, le site internet ne fonctionne pas, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas du tout des cookies problématiques. C'est des cookies, vous en avez besoin, comme vous avez besoin d'huile dans un moteur thermique, bon bah il faut ça, pas de problème. Et puis ensuite, il y a des cookies qui sont ce qu'on appelle des cookies non essentiels. Je crois que j'en parle après. Bon, on va y revenir aux cookies, en fait. Alors, avant de continuer sur les cookies, donc j'ai dit premier document politique de protection des données, deuxième document politique de gestion des cookies. Dans tous ces documents, il y aura un certain nombre d'obligations, d'informations obligatoires que vous allez devoir indiquer. Elles sont listées ici. Le but, ce n'est pas que vous sortiez ici en connaissant cette liste, c'est simplement que vous soyez sensibilisé à l'existence de cette liste. Alors maintenant, sur les cookies, je vous ai dit, il y a les cookies essentiels, pas de problème, et ensuite, il y a les cookies non essentiels. Les cookies non essentiels, c'est par exemple Google Analytics, pour ceux d'entre vous qui connaissent, ce sont des traceurs qui vont vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations extrêmement précises sur le profil des gens qui viennent sur votre site. Vous pourrez savoir de quel pays viennent, de quelle région, parfois même de quelle ville. Vous pourrez savoir quelle langue ils parlent, parce qu'on va analyser la langue de l'ordinateur. Vous pourrez savoir quels sont les sites qu'ils ont déjà visités. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'art? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux voitures? Que sais-je encore? Est-ce que c'est quelqu'un qui achète ou qui n'achète pas? Est-ce qu'on a la trace qu'il a déjà effectué des achats en ligne, etc. Et donc, vous aurez tout un profilage et vous avez des outils gratuits, notamment fournis par Google, qui vous permettront d'avoir ensuite une analyse très précise des utilisateurs de votre site, de manière à vous permettre de cibler si 90% des gens qui vont sur votre site sont allemands et vivent en Allemagne, peut-être que vous avez intérêt à développer ce marché, ou alors peut-être au contraire, vous avez intérêt à en développer un autre. Et donc, vous aurez ce type de KPI, ce type d'informations qui vous permettront d'analyser ceux qui viennent sur votre site et de mettre en place une stratégie commerciale derrière. C'est extrêmement puissant, extrêmement intrusif pour les uns et les autres. Et du coup, comme c'est très intrusif, vous devez demander l'autorisation aux usagers. Alors c'est vrai que la manière dont c'est fait depuis 2-3 ans, c'est très très lourd, très compliqué et ça doit encore s'améliorer. Mais ce sont ces fameux bandeaux qui vous disent est-ce que j'accepte les cookies, est-ce que j'accepte pas les cookies? C'est ça. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un vous espionne, soit capable de dire que vous êtes allé sur tel ou tel type de site pour consulter tel ou tel type de choses et ensuite revendre ces données à des gens qui vont faire des analyses, soit pour parce que le génie du truc, c'est que ces informations, elles sont pas uniquement, elles ne vous appartiendront pas uniquement à vous. Vous aurez accès si vous voulez les utiliser, mais c'est Google qui en aura l'usage et qui pourra les vendre après, qui pourra les consolider, qui pourra faire des choses. Et on parle d'un marché de plusieurs milliards de dollars par an, ce marché d'information sur ce que font les gens sur leur site web, y compris le vôtre. Même si c'est un tout petit site web où il y a 10 000 personnes qui passent par an, ça fait partie des informations qui, une fois agglomérées, permettent d'avoir une cartographie d'un pays, d'une région, d'une ville, de qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Donc c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que sur votre propre site, vous devrez avoir cette politique de cookies et ces informations, et cette possibilité d'accepter ou non pour les gens qui passeront sur votre site. Alors, le site internet est dangereux en cela que c'est une fenêtre vers l'extérieur, c'est-à-dire que tout le monde la voit. Pour vous donner un exemple vécu, je suis au conseil d'administration d'une association qui s'appelle ICOM, Commerçants électroniques, et il y a des années, donc il y avait un site web et puis il y avait la liste des membres qui était publiée sur ce site web. Eh bien, il y a eu un contrôle de l'administration sur la conformité des sites web. Devinez qui ils ont choisi? Les gens qui étaient qui étaient membres de cette association. Ils y sont tous passés les uns derrière les autres. Et j'ai trouvé que c'était un peu facile parce que premièrement, c'est ceux qui se mettent en avant par rapport à ce type de produit, mais c'était certainement pas les seuls et c'était des bons élèves. Donc tout s'est bien passé pour eux. Mais chaque fois que vous avez un site internet,
quelqu'un va pouvoir aller le regarder, va pouvoir dire est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK. J'ai même entendu parler de certains démarchages par des confrères qui analysent des sites et puis s'il n'est pas conforme, appellent les boîtes et disent by the way, je suis avocat, votre site n'est pas conforme, il faudrait le corriger. Donc, voilà. Donc ce sont des pratiques que je réprouve évidemment, mais voilà, c'est une des possibilités. Ça, c'est un exemple de sanctions qui ont été données. Donc, gardez à l'esprit que tout ce qui sort de vos entreprises est susceptible d'être contrôlé, est susceptible de faire l'objet d'une plainte par un de vos concurrents, par un de vos salariés, par un de vos clients mécontents. Donc, il faut que ce soit propre. Si vous transférez des données à l'étranger, là aussi, vous avez un certain nombre d'obligations. En principe, dans vos métiers, c'est très rare. À la limite, vous avez des sous-traitants dans les pays frontaliers, mais normalement, vous n'allez pas faire votre comptabilité en Inde ou sous-traiter la production de produits en Chine. Ça peut arriver. Si c'est le cas, veillez à limiter le transfert de données personnelles ou alors à mettre en place les éléments nécessaires. Ensuite, les conditions générales d'utilisation, ça c'est le troisième document. C'est simplement une manière d'expliquer aux gens qui vont sur votre site, voilà comment ça va fonctionner, je ne suis pas responsable s'il y a une interruption du service, je ne suis pas responsable si Internet saute, je ne suis pas responsable si vous manipulez mal le site. Si ce sont des sites avec des paiements, je ne suis pas responsable si vous faites n'importe quoi et que vous rentrez les mauvais codes. S'il y a des sites avec des codes d'accès, je ne suis pas responsable si vous donnez vos codes d'accès à des tiers, etc. etc. C'est vraiment une partie pour vous décharger de ce type de responsabilité. Voilà. Donc, pour résumer mon intervention brièvement, dans la gestion de vos contrats, que ce soit avec vos clients ou avec vos prestataires, pensez bien que ce contrat, il a surtout vocation à vous protéger. Donc, mettez des choses dedans qui vous protègent, parce que si vous ne mettez rien, ce sont les règles du Code civil qui sont très courtes, qui ne sont pas assez complètes dans la plupart des cas. Et donc, si vous n'avez pas prévu les choses, les problématiques qui se posent à vous, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous en sortir. Ça va être compliqué, disons. Donc, le mieux, c'est d'avoir ce type de contrat. Deuxième point, le RGPD, vous y êtes soumis, c'est une contrainte. Il faut être conforme parce qu'il y a des risques, c'est des choses qui sortent. Mais si j'ai bien compris, la suite de la conférence consiste à vous donner des solutions, notamment financières, pour vous mettre en conformité avec toutes ces obligations. Voilà, merci beaucoup. Alors, les aides financières, donc vous avez tous généralement droit à les aides financières au Luxembourg, comme vous le savez certainement, et notamment aussi pour la création, voire donc la création d'un nouveau site web, mais aussi afin de refaire votre site web existant. Et donc là, on parle principalement de l'aide SME Packages. Il en existe différentes sur différentes thématiques, comme vous voyez, mais on va se concentrer sur l'aide SME Packages Digital. Et donc, cette aide, elle est disponible à toute entreprise au Luxembourg qui détient une autorisation d'établissement de tout type, avec moins de 250 employés, avec un chiffre d'affaires annuel de moins de 50 millions et un bilan annuel de moins de 42 millions. Donc, généralement, presque toute entreprise au Luxembourg est éligible. En tout cas les petites et les moyennes, pour des projets qui vont de 6 650 € hors TVA à 25 000 € hors TVA. Donc, il y a un minimum et un maximum qui est défini par le ministère de l'économie. C'est le ministère de l'économie qui vous donne cette subvention. Et pour toute entreprise qui n'a pas atteint le seuil de l'aide minimis, ce sont des aides européennes de 200 000 € sur une période de 3 années. Donc généralement, il y a très peu d'entreprises qui ont atteint ce seuil. Et qu'est-ce qu'elle vise? Donc elle vise généralement trois sujets. Donc le marketing digital, la gestion interne ou les systèmes d'organisation interne, donc tout ce qui est l'achat de logiciels par exemple type CRM, ERP, ou la facturation électronique. Vous avez, toute entreprise a droit à 2 vouchers sur 2 de ces 3 thématiques. Donc vous pouvez, soit, je vous donne un exemple, refaire votre site web et acheter un logiciel type CRM, et donc du coup vous aurez 2 fois 5 000 €, une fois pour le site web et une fois pour le CRM, ou bien acheter un CRM et un logiciel de facturation, une fois pour le CRM, une fois pour le logiciel de facturation. Donc vous avez compris le principe. Comment ça se passe? Donc, vous
Vous avez très peu à faire avec la demande d'aide, puisque nous, on s'en charge. Pour les ressortissants de la Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce. Pour les ressortissants de la Chambre des métiers, c'est la Chambre des métiers. On fait une préanalyse. Je vais vous expliquer toute la procédure juste après cette slide. Et on introduit la demande. Donc, c'est pour réduire en fait la complexité au niveau de l'entreprise. Donc, nous, on s'en charge complètement. Vous avez très peu à faire avec toute cette demande assez technique et complexe au niveau du ministère de l'économie. Et donc, vous aurez une subvention forfaitaire de 5 000 euros. Ah oui, comme j'ai dit, vous avez droit à 2 fois 5 000 euros. Et donc, comment ça se passe? C'est assez facile. Donc, nous, on vient chez vous, soit vous venez à la Chambre des métiers, ou on se déplace chez vous et on fait une pré-analyse avec vous. Ensemble, ça prend 1 heure généralement. Donc, on regarde ce que vous avez. Donc, on analyse l'existant. On définit vos besoins, on regarde qui pourrait, donc, puisqu'on connaît pas mal de prestataires de services, on vous propose différents prestataires de services et on envoie une demande à ces prestataires si vous n'en avez pas encore. Si vous en avez, donc vous travaillez déjà avec un prestataire et que vous gardez ce prestataire, on trouve généralement aussi une possibilité pour demander un devis pour le prestataire de votre choix. On fait bien sûr une préanalyse aussi du devis. Donc, une fois que vous avez idéalement 3 devis de 3 prestataires différents, on va faire une analyse du devis avec vous, voir si ça matche bien avec vos besoins. Et puis, on passe à la demande de l'aide. Donc, il nous faut 2 documents qu'on remplit avec vous, ensemble avec vous, le bilan de l'année précédente, 2-3 autres documents. Donc vraiment, c'est du standard, le document de vos employés, donc du nombre d'employés de la CCSS, vraiment du standard, le RIP de l'entreprise. Et puis on introduit cette demande et généralement, c'est assez rapide. Le ministère répond à nous sur mon écran, j'ai la réponse le même jour en fait. Et à vous, vous aurez une réponse dans les 3 jours. 3 jours ouvrables, vous avez la réponse du ministère, généralement avec la validation du projet. Et puis le prestataire peut commencer son travail. Une fois que le site est mis, dans ce cas on va parler d'un site, une fois que le site est terminé, qu'il est en ligne, il y aura une dernière discussion avec quelqu'un de chez nous. Nous, on va clôturer, on va procéder à la clôture du projet. Donc on envoie un mail au ministère avec une preuve de paiement et puis le ministère vous rembourse par après. Et tout ça, de nouveau, est assez rapide. On parle, allez, 5 semaines et le remboursement est sur votre compte. Donc c'est vraiment rapide, rapide. Mais, et ça c'est très important, faites appel à nous s'il vous plaît, parce que il y a quand même, c'est très important, c'est quand même un sujet complexe. Donc oui, bien sûr, vous trouvez plein de prestataires au Luxembourg qui font un super travail, mais des fois on trouve malheureusement aussi des gens qui dont l'offre n'est pas assez complète, voire transparente, et ça peut engendrer des problèmes. Et c'est pour ça que notre service existe. Donc, on est vraiment là pour nous. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Aussi, les numéros de téléphone et notre adresse mail. Ou sinon, sur Facebook, vous trouvez un groupe qui s'appelle Ehrenweg, dans lequel on publie régulièrement des choses, des informations sur la digitalisation et aussi des règlements qui changent. De temps en temps, on avait une réglementation sur la facturation électronique qui était assez complexe. Et donc, nous, on s'en charge aussi de ces sujets, donc tout ce qui est réglementation en termes de digitalisation. C'est tout pour ma part. Un grand merci.